Bonsoir, chers internautes, amis et fidèles de la Padoa TV. Nous avons le plaisir aujourd'hui de revenir sous ce format spécial, en entretien spécial, avec Boubacar Mohamed Rassinsi. Il est écrivain, il est juriste, il est membre du mouvement Al-Sar, mais aussi conseiller municipal à la commune de Padoa. Il vient de sortir un livre. Le livre est intitulé Présidentielle 2024 au Sénégal, Échec et mat. En moins d'1 an, il a produit 2 ouvrages. Aujourd'hui, notre invité, c'est un invité de taille. Il s'exprime, il est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Nous avons le plaisir aujourd'hui de le recevoir et de débattre, de discuter, d'échanger à propos du livre, mais aussi de son engagement politique. Bonsoir. Bonsoir mon cher Ahmed Siassi. Je te présente mes salutations les plus respectueuses, même si tu es mon jeune frère. J'en profite pour saluer la population de la Padoa et te dire, rester très flatté de ta présentation qui m'honore et pour cela aussi je te remercie du fond du cœur. maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla émission bi jaar yoon ñu mën ci jàngat lu bëre. Alors, Boubacar, le fait d'être prolifique, c'est pas évident de nos jours, c'est vrai. Produire un livre en est un autre, mais sortir un livre intitulé Présidentielle 2024 au Sénégal, Échec et mat, et mettre sur la couverture la photo du leader de PASTEF, Ousmane Sonko, le Premier ministre, et du président sortant, Macky Sall, qu'est-ce que ça signifie? Bon, tout d'abord, je voudrais te remercier de la question, très pertinente au demeurant. Alors, on me dit souvent que je suis prolifique. Je ne sais pas comment je devrais le prendre. En tout cas, ça me fait heureux. Mais Senghor, que j'aime convoquer tout le temps, disait il faut avoir l'esprit d'organisation et de méthode. Je crois que si on a l'esprit d'organisation et de méthode et d'organisation, on peut faire beaucoup de choses. Ce livre n'a pas été, je veux dire, compliqué à faire. Pour la raison simple que j'ai fait un nombre incalculable de chroniques. J'ai traité de beaucoup de thématiques liées à la politique et à la politique sénégalaise. J'ai signé des articles que je n'ai pas écrits, j'ai écrit des articles que je n'ai pas signés, j'ai signé des articles que j'ai écrits. Donc, j'ai à mon actif pas moins de peut-être 300 articles scientifiques. Faire ce livre était pour moi une occasion de rassembler beaucoup d'écrits, dans la mesure où la bataille politique entre le PASTEF et le Benno Bokk Yakaar, ou la coalition Yewwi extensivement, ne date pas d'aujourd'hui. Ce livre revient sur l'élection présidentielle avec comme analyse tous les faits saillants ou tous les faits marquants et tous les faits qui ont causé ou qui peuvent expliquer le vote des Sénégalais. Le 24 mars, le Sénégal a élu un président qui s'appelle Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Tu me permettras de dire simplement que c'est un aboutissement. Mais au préalable, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées qui n'exigeaient pas d'attendre 2024 pour pouvoir les coucher sur papier. Donc, avec un peu d'organisation et un peu de méthode, j'ai pu faire ce livre. Maintenant, sur la couverture, la bataille politique opposée le PASTEF à l'APR, extensivement le Benno, mais principalement, singulièrement, c'était un combat entre Ousmane Sonko, farouche opposant au président de la République, Macky Sall. Je ne pense pas qu'il ait été exagéré de les mettre sur la couverture, puisque ce sont les deux protagonistes, les deux acteurs clés de cette bataille politico-médiatique qui a tant duré. Après, sur un plan purement commercial, c'était pertinent de mettre les deux sur la couverture. Puisque, donc le choix est stratégique. Oui, le choix de mettre les deux répond à un souci. Mais il y a aussi une autre question. Oui. Par rapport au choix des photos, qu'est-ce que ça demande sur le plan peut-être juridique
est-ce qu'il y a est-ce que vous parvenez à côtoyer, par exemple, sur ce point par exemple, le Premier ministre Sonko? Est-ce qu'on parvient à demander l'avis du Premier ministre Sonko pour la photo, ou bien juste mettre la photo, après, voilà. Non, Il y a un souci. non, je pense qu'il n'y a pas de souci. C'est une œuvre littéraire, intellectuelle. Ça revient pour l'histoire sur ce qui s'est passé avec eux deux et parmi d'autres comme acteurs. Je pense qu'il n'est pas compliqué de mettre leurs photos et qu'on ait besoin effectivement au préalable d'avoir leur assentiment. Donc c'était pas compliqué. C'était en faisant un livre, on dépose le manuscrit en fonction du résumé, en fonction des idées et en fonction des thématiques développées. L'éditeur, avec son designer, essaie de voir quelle est l'image qui colle le mieux. Et donc, c'était cette image. On en avait beaucoup discuté, parce qu'il fallait mettre peut-être le président de la République actuelle, mais la bataille, fondamentalement, c'était entre ces deux hommes politiques. Tout à fait, tout à fait. Donc, s'il est vrai que le choix de les mettre répond à un souci commercial, parce qu'il faut vendre le livre, en effet, ça ne travestit pas la réalité. La réalité est restée palpable avec ces deux images et magnifie bien ce qui s'est passé. Alors, nous allons tout à fait entrer en matière par rapport à la production, mais aussi par rapport aux premières pages du livre. Vous avez parlé de la défaite cuisante de la coalition Benno Bokk Yakaar lors de la présidentielle, mais a priori, il y a eu fondamentalement des effets par rapport aux élections locales de 2022. Alors, est-ce que vous avez eu à remonter un peu dans l'histoire pour décortiquer effectivement cet aspect de la défaite cuisante de 2022 à 2024 pour bien traduire effectivement tout ce qui s'est passé à travers la présidentielle? Oui, c'est une question très intéressante, très pertinente. Je ne suis pas allé jusqu'en 2022. Je suis allé aussi loin que 2022, je suis allé jusqu'en 2024. Pour essayer d'expliquer certains actes posés en 2014, plutôt, en 2014, okay. Ou en 2012 même, avec l'élection du président de la République, parce que tout est connecté, rien n'est déconnecté. Il y a eu des actes posés par le président de la République en 2014, en 2016, qui ont eu un impact sur le vote de 2024. Tout à fait. Effectivement, en 2022, nous avons commencé à constater, je ne veux pas utiliser le terme éclatement du Benno Bokk Yakaar, mais la dégringolade, ça a débuté en 2022. Ça a une explication que je situe en 2019, quand le président de la République a démonté son armada, et je le dis ainsi, c'est-à-dire quand il a enlevé le poste de Premier ministre et fait ce que j'ai appelé une purge, c'est-à-dire il a enlevé les grosses pontes qui peut-être avaient une ambition présidentielle. Pour moi, ça c'est aussi une des explications de la déroute du parti. Une chose par ailleurs que certains juristes jugent de super présidentialisme. Bon, ça c'est autre chose, c'est plutôt institutionnel. Oui, c'est juste un commentaire. Oui, ça c'est des questions institutionnelles qui n'ont rien à voir avec des questions politiques. Le Sénégal a un régime politique présidentiel, mais là on parlait plus d'organisation interne du Benno Bokk Yakaar et la stratégie politique. Parce que quand le président de la République sort, d'ailleurs il me plaît de le rappeler, parce que c'est quand même assez extraordinaire pour ne dire loufoque, que le président de la République qui fait une campagne électorale et qui ne parle jamais d'enlever le poste de Premier ministre. Et il le fait. C'est curieux, ça veut dire que il gère, je ne veux pas dire au feeling, mais il a son agenda, il avait son agenda. Sur la question, et il voulait tout cristalliser. Oui, il a voulu recentrer les pouvoirs et ne pas permettre l'éclosion ou l'émergence d'un dauphin. Oui, tout à fait, parce qu'on parlait à cette période d'un dauphin, puisqu'il était dit que c'était son dernier mandat. Donc ça, c'est une des causes parmi tant d'autres de la défaite cuisante du Benno, comme le fait d'avoir balisé le terrain au PASTEF, et en l'occurrence à Ousmane Sonko. Je donne l'exemple de quand l'élection présidentielle de 2019 s'est soldée par un classement où Macky Sall était élu président de la République, avec Idriss Seck comme deuxième, qui était chef de l'opposition. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout juste après, il a rejoint la coalition présidentielle. Tout ça a contribué à faire de Ousmane Sonko
le principal opposant du régime et le seul véritable opposant du régime. Il s'en est suivi quoi? Il s'en est suivi toute la... Où avant, il y a eu toute l'intelligence de Benno, des pontes de la République, des responsables du camp présidentiel qui ont mobilisé toute leur énergie et mis à contribution toute leur intelligence pour combattre Ousmane Sonko. Ce que beaucoup de Sénégalais ont vu comme un acharnement. Je le disais ce matin, le cœur des hommes va toujours du côté du plus faible. Si on pense que Ousmane Sonko, on s'est acharné sur lui, oui. naturellement, les Sénégalais... Il a subi trop d'injustice quand même. Oui, auront de l'empathie. Oui. Mais je peux aller jusqu'à plus loin pour expliquer qu'est-ce qui a causé la défaite du Benno. Par contre, je vais faire une recommandation aux politiques, c'est-à-dire de réfléchir sur leurs agissements politiques. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que ça permet une introspection, ça permet d'engager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. C'est très important. Donc, les causes de l'infortune du Benno Bokk Yakaar, de la défaite, mais c'est des causes multiples et qui datent de très longtemps. Et ces causes-là ont été constatées jusqu'en 2024. Mais est-ce que fondamentalement, il y a peut-être cette manifestation pour contrecarrer les stratégies politiques que le président d'alors, Macky Sall, voulait imposer, non seulement à la coalition Benno Bokk Yakaar, mais aussi pour contrer tout à fait l'éclosion de cette opposition farouche du parti PASTEF, justement. Oui, là, pour moi, il a été employé des stratégies qui n'ont pas été lucratives dans la mesure où ils se sont fourvoyés à la fin. Personne ne comprend ce qui s'est passé. La meilleure option était de vendre le bilan du président de la République, qui a un bon bilan. C'était ça la stratégie. Parler moins de l'adversaire. C'est valable pour tout le monde. Parler moins de l'adversaire, mettre en valeur ses atouts, expliciter le bilan, la pertinence du bilan, essayer éventuellement de s'expliquer sur les manquements. C'est ça la stratégie. Mais vous l'avez écrit sur vos premiers ouvrages, le Sénégal sous l'azur politique. Vous avez parlé de la justice au Sénégal par rapport aux hommes politiques. Quand, par exemple, un homme politique est un peu entre les mains de la justice et que tout à fait, la justice parfois est un peu décriée, dénigrée. Mais est-ce que dans cet ouvrage, vous avez parlé de la justice sénégalaise par rapport à tout ce qui s'est passé entre 2022, allant de 2014 à 2024, bien sûr? Oui, je parle toujours de la justice parce que je suis un juriste et par des formations professionnelles, naturellement, quand j'engage un débat, un travail intellectuel, je l'analyse sous l'angle avec les yeux d'un juriste, naturellement. Mais jugeons de la réalité politique aussi. Oui, oui, et de la réalité politique, parce que c'est de la réalité, c'est des faits politiques, de la réalité politique, c'est ces faits-là qu'on analyse. Tu me permettras en amont de faire de comparer les deux livres, pour dire que c'est diamétralement, ce n'est pas la même chose. Dans le premier livre, qui s'intitule Le Sénégal sous l'azur politique, que j'ai sorti au mois d'août 2023, donc il y a moins d'un an, il était plus question de parler, de faire un diagnostic réel sur l'état du pays et de s'interroger sur les causes de notre décollage tardif. Parce qu'il y a des causes qui freinaient le développement. J'expliquais qu'il y avait rupture de l'égalité des citoyens devant la loi et qu'il fallait travailler pour enlever ça. J'expliquais que l'absence d'éducation des masses, qui découle imparfaitement de... La question des valeurs. Oui, la question des valeurs vient. Parce que ça, après avoir fait le diagnostic, j'essaie de dire que ça fondamentalement les problèmes, qui peut être un projet de société. J'ai essayé d'amener des solutions que j'ai cantonnées en deux, je veux dire, grandes idées, à savoir, en premier chef, le rétablissement de la discipline. Parce que j'explique que sans la discipline, on ne peut rien construire. Mais au préalable, j'ai essayé de sérier les problèmes, ce qui nous empêchait de se développer. Donc j'en distinguais la rupture de l'égalité des citoyens devant la loi, qui est perceptible partout, dans tous les secteurs. J'ai expliqué l'absence d'éducation des masses. J'ai interrogé, j'ai fait un diagnostic, j'ai expliqué l'état de l'école publique qui n'est plus l'école publique, elle est moribonde.
J'ai expliqué les parents qui avaient déserté les maisons puisqu'ils couraient derrière la dépense quotidienne, n'avaient plus de temps réellement, concrètement, pour s'occuper de leurs enfants. Tout était connecté. Mais revenons à ce joyau. Vous avez loué la justice. Non, je termine juste pour dire que j'ai parlé de la restauration donc la main invisible de la France, qui était assez problématique. J'ai expliqué que pour s'en sortir, il fallait la restauration des valeurs et le rétablissement de la discipline. Moi, j'ai toujours été constant sur un fait, sur un point, que je ne fais pas partie des personnes qui décrient la justice. Par contre, je peux réfléchir sur comment parfaire la justice, mais je ne décris pas la justice pour une raison simple. Sans la justice, ce pays serait sens dessus, sens dessous. Il serait institué la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Si une personne fait mal à une autre personne, au lieu d'aller se faire réparer, régler le problème devant la justice, ce serait une vengeance privée, personnelle. Et ça, on ne devrait même pas en arriver là et le souhaiter. Pourquoi dans ce livre Mais Boubacar, ne pensez-vous pas que c'est peut-être cette révolte populaire qui a un peu dissimulé l'impact de la justice, entre autres. Non, là, parfois des hommes politiques qui ont des intérêts ou dans des soubassements peut-être purement politiques pour écarter des hommes politiques à travers la justice, à travers cette révolte populaire, que la justice s'est barrée la route et s'est dit qu'on ne peut plus passer. Moi, je vais répondre. Ce que je disais il y a 2 ans, c'est ce que je vais dire. Il faut des hommes politiques, on ne peut plus de responsabilité et savoir. Parce qu'on parle beaucoup ici, mais c'est la justice sénégalaise qui a sauvé le Sénégal. Le Sénégal qui a été envoyé au fond du trou. En premier lieu, le Conseil constitutionnel. Oui, en premier lieu, et la Cour suprême. Tout à fait, tout à fait. On entend des hommes politiques être dans des prêchis-prachas tout le temps. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est avoir une posture adulte, c'est-à-dire quand ils sont mis en cause, de faire confiance à la justice, d'aller déférer aux convocations, de ne pas regarder la justice, de ne pas trop donner des injonctions quand on est du côté du pouvoir à la justice. Il faut laisser la justice indépendante faire son travail. Je rappelle simplement qu'au tribunal, tous les jours, des contentieux sont vidés. En matière sociale, l'État perd comme gagne des procès. Les travailleurs qui ne sont pas contents, en fait, d'un traitement dans leur lieu de travail ou qui se sentent lésés, saisissent la justice pour que justice soit effectivement rendue. Mais pourquoi la justice a été importante lors de la présidentielle 2024? Je pense bien que vous l'avez dit. Oui, là, j'ai dit que c'est la justice même qui a sauvé cette présidentielle. Oui, c'est parce que le président Macky Sall avait reporté sine die l'élection à 24 heures du début de la campagne. Oui. Une chose qui était totalement invraisemblable. Oui, tout à fait. Autre chose, il y a eu des candidats qui ont été recalés à travers leurs pièces déposées au Conseil constitutionnel. Et pourtant, il est dit que les décisions du Conseil constitutionnel sont erga omnes. Il s'impose erga omnes. S'impose erga omnes. Donc, est-ce que parfois, on ne se pose pas la question de savoir que c'est toujours le débat de la justice qui revient? Non, il faut... Le Conseil constitutionnel est composé de personnes qui sont des humains. Et dans le site, Corneille disait, pour grands que sont les rois, ils sont ce que nous sommes, ils peuvent se tromper. Dans le travail, ils peuvent se tromper. Mais même s'ils se trompent, c'est des décisions qui s'imposent. Comme la justice de façon générale. Oui, comme la justice de façon générale. Oui. Il y a lieu de constater une chose simple. C'est le Conseil constitutionnel qui a fait preuve de responsabilité, qui a eu une posture adulte quand des politiques... Parce que tu parles du report de l'élection par le président de la République, mais bien avant ça, il y a eu des faits extrêmement graves qui se sont déroulés ici. Un candidat recalé a accusé 2 juges constitutionnels d'avoir été corrompu par le candidat à l'élection présidentielle, qui plus est Premier ministre de la République du Sénégal. Mais c'est extraordinairement grave. D'ailleurs, j'invite les nouvelles autorités à régler cette question parce qu'il faut que la lumière soit faite et que les Sénégalais soient édifiés. L'élection, pour la première fois, a été repoussée. Et j'insiste sur un autre fait, que sans la justice, n'eût été la vigilance et la bravoure du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême, tous les politiques ici, beaucoup en tout cas, ont à un moment donné manœuvré pour
Et du courage populaire aussi. Oui, oui, non, ils ont manœuvré, les hommes politiques ont manœuvré pour que l'élection soit reportée. Mais du courage populaire aussi. Oui, Parce que le peuple s'est tenu debout oui, et a effectivement empêché oui. à la justice de prendre peut-être des décisions qui vont à l'encontre de l'intérêt de la nation. Oui, non, bon, je ne le présente pas comme ça, mais tu prêches un convaincu en disant la volonté populaire. Pourquoi? Parce qu'on devait peut-être commencer par là. Dans le point 1 de mon livre, j'ai magnifié la démocratie sénégalaise pour Tout dire, à fait. et je sais que tu aimes bien cette citation d'Abraham Lincoln qui dit la démocratie c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Oui, je te laisse même le chantonner, c'est magique. Mais Tout à fait. le peuple a montré être souverain. Oui. Quand il a voulu arrêter les choses, le peuple a arrêté les choses, a dit niet. Et donc le peuple est détenteur du pouvoir. C'était important. Le peuple, j'ai insisté que le peuple sénégalais, au moment toujours fatidique, le moment le plus important, il se mettait dans ses plus beaux atours, allait voter et trancher. Donc, effectivement, le peuple a joué son rôle de manière formidable, de manière remarquable dans ce qui s'est passé. Mais aussi bien que le peuple a joué son rôle, aussi bien le Conseil constitutionnel a joué son rôle. En définitive, qu'est-ce qu'il y a lieu de comprendre et de considérer? Parce que c'est ça le plus important. Il faut que les hommes politiques, qui sont censés être plus éveillés, puisqu'ils se mettent devant les Sénégalaises et Sénégalais pour recueillir leur voix, exercer un mandat pour eux, faire un travail pour eux, doivent prioritairement respecter la justice. Vous pensez que le président de la République doit sortir du Conseil supérieur de la magistrature? Non, moi, je ne pense pas. Quel est votre avis là-dessus? Mon avis est que le président de la République ne doit pas... Mon avis est conforme à mon avis d'hier, qui est que le président de la République, garant des institutions de la République, ne doit pas sortir... parce qu'il préside le Conseil supérieur de la magistrature. Et les magistrats eux-mêmes, ils disent que le président de la République, qui est la clé de voûte des institutions, et qui est là-bas pour trancher dans bien des cas, doit rester dans le Conseil supérieur de la magistrature. Ces problèmes-là, pour moi, ce ne sont pas les vrais problèmes de la justice. Les vrais problèmes de la justice, c'est les problèmes liés aux prisons, aux détentions carcérales, mais également le service public doit répondre à la qualité et à la célérité. Ça, Et l'autre problème fondamental, c'est que les hommes politiques ne doivent plus mettre en avant de manière très négative la justice parce que c'est eux qui sont mis en cause. Tous les jours, des Sénégalais, et je rappelle que dans un état de droit, aussi bien les gouvernants que les gouvernés restent soumis à la règle de droit. Tous les jours, des Sénégalais sont alpagués, traduits en justice et condamnés. Okay? Nous, on n'est pas plus méritants qu'eux. On n'a pas personne ne doit être privilégié. C'est-à-dire que tout le monde doit respecter la justice, les magistrats, respecter les procédures pour le bien même du pays. Parce que, je le répète, sans la justice, comment serait ce pays? Mais l'exemple, à chaque fois... Mais sans le courage populaire aussi, comment serait ce pays? Oui, le courage... Parce que parfois, laisser la justice, tout simplement parce qu'il y a un homme fort derrière qui veut la manipuler, parfois ça peut poser problème. Voilà pourquoi on parle peut-être de l'indépendance de la justice. C'est ça la véritable question. Non, l'indépendance de la justice, oui. Justement, c'est ça le problème fondamental. Voilà, c'est ça. L'indépendance de la justice, ici au Sénégal, s'apprécie seulement quand, en tout cas, est posée sur la table, que quand c'est des hommes politiques qui sont mis en cause. C'est assez problématique, alors que beaucoup de Sénégalais souffrent le martyre. Mais moi, je ne comprends pas. Je dis simplement... Parce que les hommes politiques sont des personnalités publiques. Peut-être c'est ça oui, aussi. Mais moi, je mets l'homme politique. Tout à fait. Je mets l'homme politique à la même enseigne que celui qui est à Rebeuss, tout à fait. Et dans des conditions les plus exécrables du monde, tout à fait. Et qui doit réintégrer la société. Tout à fait. Moi, j'ai fait plein d'articles sur ces sujets-là. Donc, moi, en vérité, il me plaît plus de parler de ça. Pourquoi mettre une chambre de 10 personnes, on en met 300 personnes? Et ça ne semble pas offusquer les gens. Mais les gens sont offusqués quand des hommes politiques sont en cause et qu'il y a des décisions qui sont défavorables. Je ne suis dans le cas de personne. Les conditions de détention. Je ne suis dans le cas de personne. Je dis simplement que, aussi bien le président de la République, ancien, actuel, et celui qui va venir, aussi bien les opposants, quand des problèmes de justice sont sur la table, qu'il ait la courtoisie, l'aimabilité, mais qu'il rende service au peuple en n'essayant pas de politiser les choses et d'envoyer les magistrats à la vindicte populaire. Tout à fait. Boubacar, vous êtes un conseiller municipal ici à la commune de Patte d'Oie. Alors,
Mais on a fini le livre là rapidement là, mais il y a beaucoup de thématiques qui ont été... Il y a beaucoup de thématiques, mais on ne peut pas tout parler du livre oui, dans cet entretien, ça c'est clair. Alors, vous êtes conseiller municipal au niveau de la commune de Patte d'Oie. M. Abdoulaye Ka, de PASTEF, vient d'être élu à la tête de la municipalité. Donc, qu'est-ce que vous en dites? Non, j'en dis absolument rien. Ça vient d'une décision de leur parti d'interdire le cumul de mandats. C'est celle qui était, que je salue au passage, et je prie pour elle puisqu'elle est devenue ministre. Donc je pense que de là où elle est, elle pourra rendre utile. Tout à fait, Mme Maïmouna Dièye. Oui, elle pourra rendre utile à la ministre de la Famille et des Solidarités. Elle a démissionné. Le conseil municipal a été convoqué, s'est réuni et de manière souveraine et démocratique a choisi Abdoulaye Ka, qui aujourd'hui est le nouveau maire de la commune de Patte d'Oie. Je lui souhaite tout le meilleur du monde et qu'il réussisse sa mission. Parce que moi, ce que je veux, c'est que la Patte d'Oie que la Patte d'Oie ait du mieux et que tout se passe bien et que les populations soient en réalité satisfaites du travail de l'équipe. Vous avez des indications immédiates à faire tout de suite au maire par rapport aux besoins des populations? Des indications immédiates? Oui, si j'ai des indications, je les lui ferai parvenir. OK? Mais je crois que l'équipe qui est en place et qui s'inscrit dans la continuité est assez outillée pour savoir ce que les populations veulent. Je ne ferai pas le travail pour eux. Maintenant, en tant qu'élu, je ferai le travail qui est de diagnostiquer, de rester attentif, de faire parvenir aussi bien critique. Pas de façon politicienne. Non, je n'ai jamais été dans des questions politiques avec la mairie. J'ai toujours essayé de faire preuve de responsabilité en analysant ce qui se faisait, en faisant parvenir mes critiques et mes suggestions. Vous n'êtes plus le Benno Bokk Yakaar? Non, ça c'est... Je ne peux pas répondre à la question parce qu'il faudrait... Parce que pour rester concret et véridique, pour rester concret et sans faire dans la langue de bois, aujourd'hui, c'est le Benno Bokk Yakaar qui devrait s'interroger sur le Benno Bokk Yakaar. Ah oui? Ah oui, c'est ça la vérité. Nous avons perdu des élections. L'APR, qui était la locomotive, se regroupe, est en train de se revoir et consulte ses responsables. L'APR est en train de se revoir. Vous n'avez toujours pas fait le bilan de l'élection présidentielle? Moi, j'ai fait le bilan à travers mon livre. Et j'invite les autres à le faire d'ailleurs. Moi, j'ai fait les bilans à mon nom personnel. J'ai essayé de réfléchir sur l'élection présidentielle. Mais dire que... Parce que nous avons perdu des élections de façon fracassante. Il est important pour chaque parti de prendre du recul, de réfléchir sur son orientation politique future. Ça me paraît essentiel, fondamental, et c'est la première des choses à faire. Parce que le Benno, dans sa configuration initiale, ne peut plus être, dans la mesure simple que le Benno était déjà taillé pour le président de la République, Macky Sall. C'était une coalition qui est née à l'entre-deux tours de l'élection présidentielle 2012, qui était taillée sur mesure pour le président de la République, Macky Sall. Certains pensent même que c'est Macky Sall qui a créé cette implosion. Certains même le donc, pensent. Tout ça nécessite du recul, de la réflexion, essayer de tracer une nouvelle ligne. Maintenant, je ne sais pas comment, je ne suis pas un des leaders du Benno. J'ai un leader que je salue au passage qui s'appelle Mamadou Racine Sy, qui me donne toute la latitude d'être dans l'aspect critique, de réfléchir, de produire et qui m'accompagne bien. Et donc, moi, c'est le travail auquel je m'adonne. Quel est votre dernier mot, Boubacar? Mais mon dernier mot, c'est que d'abord, l'émission a été très courte. Hein? Mais je te remercie. Et vraiment, je salue ton travail qui est en tout cas, permettre l'éclosion de l'intelligentsia dans la cité, qui est très importante. Et j'ai apprécié l'invitation, parce que c'est une tribune qui me permet de parler à la population, de parler de mon livre, même si je n'ai pas trop parlé du livre, parce qu'il y a beaucoup de thématiques qui sont très intéressantes. J'ai parlé de la démocratie. On fera peut-être une autre émission, plus large, avec d'autres... Oui, le temps que tu puisses explorer le livre. Tout à fait. Et ressortir les critiques. Oui, puisque je n'ai pas encore lu. Oui. Mais je vais terminer sur un point. Moi, j'ai appelé au débat démocratique. Moi, je pense que nous sommes dans un quartier, dans une grande commune, où il y a des intellectuels qui doivent s'exprimer. Et nous pouvons, d'ici, indiquer la voie à suivre. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous pouvons mettre nos contradictions sur la table, discuter, parce que ça nous enrichit. Moi, c'est le travail auquel
j'essaie de m'adonner. C'est pour cela que j'ai sorti le livre. J'invite tout le monde à le lire, à critiquer, à critiquer. Parce que comme me le disait mon professeur, la critique est une arme dynamique qui fait avancer l'individu. Les critiques, je les recueille avec plaisir et ça me permet de me remettre en cause. Mais ça permet également aux autres aussi d'être dans la confrontation des idées et puis de se parfaire. C'est très important. Donc, toi, tu contribues de façon remarquable en permettant aux uns et aux autres de s'exprimer, quelquefois même de façon contradictoire, même sur Facebook, hein, parce que tu es là à créer des rings entre personnes. Hein, mais c'est comme ça, c'est très intéressant. Et puis bon, c'est ça que je voulais dire. Il faut qu'on continue à débattre dans la fraternité, dans la solennité, et puis bon. Ça a été un plaisir. Oui, le plaisir est partagé. Je te remercie et remercie Ousmane. Vraiment merci beaucoup, chers internautes. Merci beaucoup, chers abonnés de la Padoa TV. Alors, moi aussi, je dois le remercier parce qu'il m'a offert cet exemplaire. J'avais même prévu d'acheter le livre, mais il m'a offert cet exemplaire. Tu ne dois pas acheter. Donc, c'est symbolique parce que pour moi, c'est un joyau. Et je suis très fier de lui parce qu'il est en train de montrer, à travers ses ouvrages, qu'il est un intellectuel, au sens didactique même du terme. Et nous le félicitons, mais aussi l'encourageons à la production et aussi à la continuation de cet exercice intellectuel. Merci beaucoup, chers internautes, et à la prochaine.